Parlons Aviation, épisode 28. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de Twin Otter et d'aviation tahitienne avec Fabien. Et c'est tout pour cette semaine car cette discussion prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Nous proposerons tout de même la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 28 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 28e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet un peu plus exotique que d'habitude avec notre invité Fabien. Fabien est un pilote professionnel sur Twin Otter dans une compagnie aérienne tahitienne. Tout d'abord, il nous décrira son parcours professionnel varié entre l'armée de l'air, ses divers postes d'ingénieur en aéronautique et son emploi actuel. Ensuite, nous parlerons du magnifique DHC-6 Twin Otter et de son expérience sur cet avion. Nous évoquerons également l'opération assez particulière dans laquelle cet avion évolue sur fond de cocotiers, de plages de sable fin et d'eau turquoise. De quoi nous réchauffer un peu au milieu de cet hiver avant les fêtes de fin d'année. Finalement, nous discuterons des spécificités des vols à Tahiti, que ce soit au niveau de la météo ou des particularités des différents terrains situés sur des îles paradisiaques. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com/28. Cette semaine, vous trouverez quelques photos du magnifique Twin Otter ainsi que des photos de l'environnement pas toujours facile dans lequel vole Fabien. Passons donc directement à notre discussion avec Fabien. Bonjour Fabien et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous présenter ton parcours aéronautique ? Écoute, bonjour. Oui, mon parcours aéronautique, si je puis dire, il a commencé quand j'étais particulièrement jeune, un meeting avec un grand-père de la patrouille de France, et voilà, un coup dans le cœur à ce moment-là, et puis toute une scolarité, on va dire standard, à dire je veux être pilote de chasse, et pilote de chasse sur les petits papiers des profs, des instits, etc. Et jusqu'au bac, ou un petit tour au bureau armée de l'air information. Où là des personnes plutôt amusées m'ont conseillé de faire un petit bac +2 de histoire. Voilà, c'est un concours particulièrement sélectif. J'avais pas un niveau en mathématiques, physique suffisant pour présenter le concours de l'école de l'air, donc de faire un maths sup, maths spé. Donc je me suis orienté vers un IUT, et à la fin de mon IUT, j'ai postulé donc à l'armée de l'air pour être élève officier du personnel navigant et OPN. Concours pour lequel j'ai été convoqué à Bretigny quelques mois plus tard, et auquel donc j'ai réussi. J'étais la deuxième vague un lundi, donc mardi après-midi, pardon. On était une vingtaine, et puis 2 en fin de journée. La veille c'était pareil, donc voilà, concours assez sélectif au départ. Et visite médicale repoussée de quelques mois pour un rhume, ce qui m'a permis en fait de continuer mes études et d'enchaîner sur un IUP du côté de Bordeaux dans la maintenance aéronautique. Et voilà, les mois ont passé et je me suis retrouvé quasiment en fin de cursus IUP à être convoqué pour la sélection en vol à Cognac sur Epsilon. Sélection que j'ai réussi en tant qu'élève pilote, et un début de formation dans la foulée avec un petit peu d'anglais sur la base aérienne de Salon-de-Provence. Puis des stages de motivation, comme ils les appellent toujours, j'imagine. Donc quelques petits tours en Alpha Jet, un petit peu d'Hercule, de Transal dans le transport, des hélicos sur la base aérienne de Villacoublay, des Falcon à l'époque, Mystère 20, Falcon 50, 900 à l'ETEC, sur les avions à l'époque du président Chirac. Donc, c'était assez intéressant, il y a ce côté un petit peu, on vole sur des avions pas top secret, mais un petit peu particulier, on va dire. Et donc à l'issue, début de formation, les premières promotions ATPL, donc licence européenne, donc le CISPN qui était le centre d'instruction au sol du personnel navigant de Salon-de-Provence, c'était créé quelques mois avant. Donc on avait des cours au sol, on était vraiment les premières promos à inaugurer cette formation théorique pour des militaires en tout cas.
Et donc, voilà, après quelques mois de formation au sol, les examens de la TPL, comme tout pilote de ligne standard aujourd'hui, on a obtenu notre TPL et on a enchaîné en même temps donc les vols sur la base aérienne de Cognac, sur Epsilon, à l'issue de laquelle, après quasiment 8 mois à Cognac, on nous oriente chasse ou transport. Alors dans mon cas, orienté en pré-spécialisation chasse sur Tucano. Donc, je fais partie des aujourd'hui, je dirais, des rares qui ont eu la chance de faire le tronc commun sur une évolution d'avion assez intéressante, à savoir de l'Epsilon, du Tucano avec une turbine à l'époque tarée à 700 chevaux, avec un équipement plutôt moderne comparé à ce qu'on avait sur Epsilon et sur Alpha Jet. Et ensuite l'Alpha Jet quelques mois après pour la partie chasse, donc avec des navigations à 360 nœuds, 420 nœuds quelques semaines plus tard. Joli. Voilà, quelque chose d'assez intéressant, des vols à 500 pieds, vraiment quelque chose de le rêve qui arrivait à son aboutissement. Et et en même temps, c'est là que j'y viens, une pression assez énorme, une espèce d'épée de Damoclès qui était assez pesante, beaucoup d'échecs dès le départ. J'ai des collègues de promotion qui n'ont même pas pu commencer les vols à Tours, qui ont été éliminés au simulateur, qui ont été éliminés à des cours au sol, enfin des choses assez surprenantes dans le contexte de l'époque. Et c'est vrai, beaucoup de pression. Et à un moment donné, cette pression était vraiment très forte. J'ai échoué sur un vol que j'ai estimé être particulièrement injuste et injustifié de la part de l'instructeur. J'avais peut-être mon côté un peu trop rebelle qui ressortait à ce moment-là, mais du coup, j'ai eu du mal à accepter cet échec en vol pour lequel je suis passé en conseil d'instruction et pour lequel on m'a donné 2 vols de révision. Et ces 2 vols de révision, forcément, j'allais dire forcément, c'était pas évident, mais se sont très bien passés. Voilà, avec un instructeur différent qui, à ce moment-là, était surpris. Il a eu l'instructeur du début, il m'a dit, ah oui, ok, c'est comme ça, faut faire avec, c'est l'armée. Et voilà. Et sauf que, dans ma tête, j'avais déjà switché. On y réfléchit 20 ans plus tard, on se dit, bon, c'est un choix qui a été difficile, qui a été dur à un moment donné, mais j'ai décidé à l'issue de ces 2 vols réussis de démissionner. Et ce qui a été assez mal perçu à l'époque par le management, assez mal compris par certaines personnes, très bien compris par d'autres. Et à partir du moment en fait où j'avais une voie de sortie pour reprendre mes études d'ingénieur, je l'ai choisi. Donc petite parenthèse au passage, quand Bureau de l'armée de l'air information, très bon conseil de faire un petit niveau d'études, mais pas trop parce que finalement c'est une formation qui est extrêmement exigeante et qui demande plus de 2000% de sa personne. Et quand on commence à avoir plusieurs possibilités de voies de sortie parce que la pression devient trop importante, on est tenté de les choisir, ce que j'ai fait à un moment donné. Et si j'avais eu, comme certains de mes copains de promotion à ce moment-là, pas d'échappatoire, on va dire, elle n'avait que le bac, j'aurais peut-être continué. Après, j'aurais réussi, je ne sais pas, ça, on va pas refaire l'histoire, mais toujours est-il que voilà, ça a été un choix difficile à un moment donné, auquel je repense encore régulièrement aujourd'hui, pas avec amertume, loin de là, forcément un petit regret, un petit pincement quand je vois un avion de chasse, mais bon, c'est l'histoire. Mais mes premiers copains de promo commencent à rejoindre des avions de ligne, donc je dirais ça y est, le temps a fait aussi est passé. Et donc voilà, donc à l'issue de tout ça, j'ai repris mes études d'ingénieur à Bordeaux. Donc le grand paradoxe, c'est que j'ai repris mes études, plus en rond à la fin du mois, les impôts qui tombent, et puis mes copains de promo, évidemment, affectés sur la base aérienne de Cazaux. Et voilà, donc on se revoyait tous les week-ends, puisque j'étais sur Bordeaux. Donc c'était un peu la partie la plus difficile, puisque Cazaux est là quand même la phase dans une formation de pilote de chasse qui est la plus, on va dire, sympathique. L'avion est connu, on découvre les bases du combat aérien. Vraiment, c'est la partie, on va dire, presque la plus sympathique de toute la formation, je crois, pour un pilote jusqu'à ce qu'il arrive à sa qualification sous chef de patrouille. Donc voilà, ça c'était la partie, on va dire, la plus dure, reprise des études, se remettre vraiment à fond. Mais malgré tout, voilà, à l'issue de tout ça, j'obtiens mon diplôme, je rentre chez Airbus en tant que stagiaire, intérimaire, et puis rapidement embauché. Et voilà, et puis on va dire la vie débute et s'enchaîne rapidement pour 6 ans complets chez Airbus, avec une formation sur différentes machines au niveau technique. Moi, j'étais plus spécialisé au niveau customer services, donc point de contact pour les compagnies aériennes sur au début un peu de 330, 340, et puis très rapidement sur le 380, pour lequel j'ai été détaché pendant plusieurs semaines, ce soit à la FAL, en ligne d'assemblage, ou à la mise au point.
donc un petit peu en lien avec les essais en vol, pour vraiment préparer l'entrée en service des compagnies aériennes, donc qui était la première Singapour, vraiment en avance sur les autres, quasiment un an avant les autres, et surtout pour moi qui était détaché pendant plusieurs mois à Dubaï pour la compagnie Emirates. Donc là, j'ai vraiment eu le temps de me former pour me préparer ce challenge qui était vraiment mon challenge chez Airbus en plusieurs mois. Je me suis retrouvé point focal pour tout ce qui était système lié de près ou de loin à la cabine. Donc on parle du bleed, on parle de l'air conditionné, on parle de tout ce qui est système de lumière, on parle des sièges, on va parler de tout ce qui est les racks à bagages, le cargo, tout ce qui est les toilettes évidemment, les systèmes d'eau, les galets, enfin voilà, toutes ces choses qui touchent à la cabine. Et donc ce qui était assez intéressant, c'est que quand je me suis retrouvé sur place pour l'entrée en service avec Emirates, et à ce moment-là, j'avais toutes les questions qui tombaient et j'étais la personne d'Airbus, alors pas tout seul bien évidemment, puisqu'il y avait des représentants locaux d'Airbus qui étaient là, qui étaient des très très bons techniciens, pour la majeure partie d'ailleurs d'anciens mécaniciens, mais peut-être un peu moins spécialisés cabine, et c'est là où j'avais un petit peu ma valeur ajoutée pour Emirates. C'était assez intéressant. J'ai pas compté mes heures, j'ai pas compté mes nuits dans les soutes à 50 degrés, dans les soutes cargo du 80, à regarder comment on charge une Lamborghini sur un moving pallet. Enfin, c'est assez intéressant. Intéressant comme problématique, effectivement. Ah voilà, exactement. Non, mais voilà, on n'a pas tous les mêmes problématiques dans les mêmes pays, mais voilà, en tout cas, il y a eu quelques cas comme ça particulièrement intéressants. J'ai en tête un événement assez intéressant qui était pour le premier vol commercial du 380 qui partait donc un Dubaï-San Francisco. Et du coup, ils nous ont donc la douche de l'avion pendant les pré-tests, quelque chose comme une demi-heure avant l'embarquement. Donc on a 2 douches dans le 380 d'Emirates. Ces 2 douches ne fonctionnaient plus. Et là, j'ai le CEO, donc Tim Clark en personne, qui vient me voir, qui descend l'escalier, qui me dit vous êtes d'Airbus, là il faut me trouver une solution parce que je fais pas embarquer tant qu'on n'a pas les douches de l'avion qui marchent. Évidemment, il y avait à peu près une vingtaine de caméras spécialistes qui étaient derrière. Et donc là, on commence à se creuser la tête avec les collègues d'Airbus. Et en fait, c'était tout simplement, ils avaient tellement préparé les systèmes qu'on avait en fait lancé le water heater un peu trop tôt. Il y avait de la condensation et de l'air qui s'était mis dans le water heater et du coup, il s'était mis en sécurité. Il fallait juste le purger, une chose relativement simple, mais bon, sur le moment, avec la pression relativement importante du départ. Et donc, dans les 10 minutes, c'était résolu. Et Pierre vient me serrer la main en me disant merci beaucoup. Voilà, on va pouvoir lancer. Un grand merci. Et voilà. Joli. Tout simple, pas long. Voilà, ça c'était des petites anecdotes assez marrantes de l'entrée en service. Voilà, et puis après donc ce challenge retour à Toulouse, mise en mobilité. Entre-temps, j'avais rencontré mon ami à Dubaï qui était à PNC chez Emirates. Donc, on va dire la rencontre fortuite, mais voilà, qui s'est présentée comme ça à la porte d'un avion. C'était assez rigolo. Et du coup, elle, ça faisait 3 ans qu'elle travaillait là-bas, donc envie de revenir en Europe. Et moi, la mobilité chez Airbus, on était en plein power rate, c'était un peu long. J'ai fait quelques job dating en interne, mais qui n'ont rien donné de vraiment intéressant. À ce moment-là, une vraie envie d'aller vers la technique, vers les essais en vol, comme on va dire 50% du personnel d'Airbus. Malheureusement, c'est pas toujours possible. Oui, ça c'est prévisible, je pense. Voilà, c'est ça. Quand j'ai discuté avec les ressources humaines, elles m'ont dit vous faites partie, oui, des 50% du personnel Airbus qui va aller aux essais en vol. Oui, mais bon, je les ai quand même côtoyés. Ouais, mais bon, ça sera pas si simple. Donc bon, tout ça pour dire que ça a pris un peu de temps. Et puis entre-temps, un ami d'Airbus qui était parti à l'aventure du côté de Genève, justement, chez Jet Aviation, me passe un petit coup de fil, me dit écoute, on recherche, moi je pars faire le tour du monde et on recherche un responsable commercial technique pour le site de Jet Aviation Genève. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis écoute, je vois avec mon ami et on en discute. Et en fait, mon ami rapidement trouve du travail en aviation d'affaires sur Genève en tant que PNC. Et du coup, je dis écoute, pas de problème, ça m'intéresse. Donc me voilà embarqué dans des entretiens chez Jet Aviation Genève. Entre-temps, une autre personne me contacte pour une compagnie que tu as peut-être connue qui s'appelait à l'époque Flybaboo, où à l'époque le responsable technique était un ancien de mon école qui me dit écoute, j'ai besoin d'un bras droit, en plus ton profil pilote les intéresse, etc.
Et donc, je suis invité également pour un entretien pour la compagnie Flybaboo, entretien qui se passe d'ailleurs très très bien, très bonne atmosphère avec la RH, avec le directeur général de l'époque, et pas de nouvelles. Alors pas de nouvelles pendant quelques mois, autant pour Jet Aviation que pour Flybaboo, enfin quelques semaines, j'exagère pas quelques mois, mais quelques semaines. Et j'avais mis une alerte Google malheureusement pour Flybaboo. Et en fait, l'alerte Google m'a malheureusement annoncé le matin à 9h que Flybaboo licenciait 150 personnes à Genève. Et Aïe. l'après-midi, j'avais un coup de téléphone qui malheureusement m'informait que ma candidature ne pourrait pas aboutir. Je fais oui, malheureusement, je comprends le contexte. Et Jet Aviation, non plus, n'ont pas voulu remplacer la personne à ce moment-là. Par contre, j'ai fait la connaissance d'un petit patron d'une société d'aménagement d'intérieur qui avait lancé sa boîte 2-3 ans auparavant et qui cherchait, on va dire, un bras droit, responsable de projet, responsable de production, qualité manager, enfin une petite boîte qui se monte, faut tout faire. Il y a tout à faire. Un challenge pareil, assez passionnant. Très très bon feeling avec cette personne. Et du coup, je me dis, allons-y, feu, c'est pas grave, on quitte Airbus et puis petite PME de 12 personnes et on se lance. Et me voilà me lancer à Genève, donc dans cette boîte qui s'appelait EEG Création d'Intérieur, qui était en fait le seul concurrent de la société d'aménagement de l'époque, qui avait aménagé beaucoup d'avions pour Dassault et qui s'appelait Burnet Interiors, qui a été racheté depuis par TAG Aviation. Et voilà, donc c'est parti pour 5 ans d'aventure avec où on est monté quasiment jusqu'à un peu plus de 20 personnes. Donc un atelier sellerie, tapisserie aéronautique, un atelier menuiserie et bénisterie, fabrication de meubles, restauration de meubles. Voilà, donc pendant 5 ans, on a fait des projets d'un petit avion que tu as peut-être connu, qui, si je dis pas de bêtises, s'appelle l'AS 2002, qui est à l'école Air et Espace de Neuchâtel. Je dis pas de bêtises, si tu me corriges. Un petit avion biplace d'entraînement. Ouais, l'AS 02, j'ai fait un petit bout de ma formation aux instruments et les 2 tiers de ma formation commerciale dessus, ouais, effectivement. Voilà, donc cet avion, il y en a 2, je crois, à l'école de Air et Exactement. Espace, et on a retapé les 2. On a retapé les 2, donc ça, c'est les 2 plus petits avions qu'on a pu faire dans notre société. Et on a refait, pour le plus gros, je pense que ça sera difficilement, à part le 380 réalisable, ça a été le 747-400 du chèque de la compagnie de Dubaï. Voilà, donc on a restauré toutes les moquettes, les panneaux, beaucoup de panneaux habillés, les sièges, enfin voilà, énormément de choses dans un projet de cette ampleur dont la maintenance est passée à Singapour. Donc on a dû détacher un atelier sur place à Singapour. Voilà, un gros challenge. Vraiment un projet passionnant, par et vraiment difficile aussi parce que voilà, c'est des contraintes pour une petite structure qui a pas vraiment d'actionnaire derrière. Le moindre centime doit être calculé pour pas se louper et se mettre en danger. Et donc voilà, ça a été des succès pour ce gros projet qui était un peu l'apothéose. Et malheureusement, il est arrivé à peu près en même temps, à la fin de ce projet, que la crise du franc suisse en 2015, ce que tu connais sûrement très bien, où en espace d'une nuit, tous les frontaliers ont pris 20% de salaire, ce qui était formidable, hein, et qui par contre Effectivement. a plombé des PME et notre société en particulier, qui a subi de plein fouet en fait le départ des avions qui venaient régulièrement sur Genève, que ce soit chez Jet Aviation, RUAG, TAG, la Sabena, SR Technique, pardon, qui venaient faire leur entretien en Suisse. Ça s'est cumulé avec une politique commerciale assez agressive des États-Unis et des Américains. Et du jour au lendemain, les hangars, on va dire, se sont vidés et se sont fortement éclaircis. Et forcément, quand on cherche à faire des économies, l'intérieur, hein, je pense que c'est comme pour Monsieur Tout le Monde aujourd'hui, c'était la dernière roue du carrosse. Donc, on s'est retrouvé en l'espace de quelques mois avec une chute complète du carnet de commandes. Et malheureusement, au bout de 6 mois, on a dû licencier la moitié d'effectifs et au bout d'1 an, on a tous été licenciés. Donc, la société, mon ancien patron, l'a mise en sommeil pendant quasiment 6 mois. Il a réussi à ne pas la liquider, ce qui était quand même un outil de travail incroyable. Quelques personnes en particulier qui étaient vraiment des artistes de la sellerie et de l'ébénisterie. Donc, il a réussi à garder ces personnes pas trop loin. Et il a repris une activité récemment.
dans son domaine. Alors à beaucoup plus petite échelle. Pour l'instant, ils sont 3 ou 4. Ils ne font que des projets pour la société Jet Aviation Bâle. Mais voilà, j'étais assez content pour lui parce que voilà, c'était un vrai patron, comme malheureusement on en croise assez peu aujourd'hui, un vrai leader. Et ça, c'est ce qui manque dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est des leaders comme lui qui savaient vraiment entraîner les gens dans des projets où on se dit mais il faut être fou pour y aller, mais finalement avec un leader qui croit et qui met les moyens qu'il faut, on a fait des choses incroyables. Donc tout ça pour dire que on est arrivé en 2015, plus de boulot, un bébé qui arrive, beaucoup de temps libre, donc c'était pas trop mal au début, et surtout à me dire voilà, ça fait maintenant depuis 2000, donc j'ai quitté l'armée en 2003, j'ai eu mon IFR en 2005. Je me suis dit si t'entretiens tes licences depuis toutes ces années, à un moment donné, pourquoi? Est-ce que vraiment tu veux redevenir pilote? Et si oui, c'est sûrement le moment ou jamais. Et donc la question s'est posée avec mon ami en disant bon, par contre si je me relance là-dedans, je vais pas me retrouver sur Airbus tout de suite, a priori. Il va peut-être falloir faire un peu plus d'heures, peut-être falloir partir, en tout cas déménager. La petite vie sympathique qu'on avait de frontalier dans la région d'Annecy, il va peut-être falloir revoir tout ça. Et après quelques mois de recherche, j'ai été contacté par une compagnie, j'ai contacté une compagnie via LinkedIn, un réseau très utile de mise en contact professionnelle. J'ai contacté un pilote d'une compagnie de Tahiti qui m'a répondu quelques semaines plus tard en me disant qu'effectivement, il cherchait des pilotes pour devenir copilote sur un Twin Otter pour desservir une île que j'avais jugée paradisiaque, qu'il l'est effectivement, mais je me suis dit pour laquelle, voilà, c'est le genre d'offre d'emploi où on se dit ça n'existe que dans les films ou voilà, c'est clair, ouais. C'est pas possible d'aller travailler sur cette île tous les jours. Et finalement, de fil en aiguille, il s'avère que le chef pilote était une personne que j'avais croisée à l'armée. On a eu plusieurs entretiens Skype avec le DG également. Et puis rapidement, on signe le contrat et feu, c'est parti. Déménagement pour la Polynésie. Donc au début, je suis affecté. Donc la compagnie était équipée de Britten Norman turbines, des BN2T. Avion qui, quand je suis arrivé, était malheureusement, un était en maintenance et l'autre, ils avaient eu un souci technique. Le train avait été effacé au repoussage. Donc, le Twin Otter, en fait, était en wet lease avec la société Zimex. Et donc, il y avait deux pilotes, un commandant, un copilote, qui faisaient un turnover tous les 2 mois. Et moi, j'étais affecté sur l'avion, le GA8 Airvan, avion qu'on voit assez peu en Europe. Il y en a quelques-uns. D'ailleurs, récemment, j'ai vu une offre d'emploi où ils cherchaient dans une société anglaise qui exploite des vieux Warbirds. Et le GA8 était l'avion d'accompagnement parce que c'est, on va dire, un caravane à piston avec un moteur IO 540 de 300 chevaux. Donc vraiment, l'avion à tout faire, pas un stall, mais quand même se pose sur des pistes courtes. Et donc voilà. Donc au début, je suis affecté à cet avion pendant, on va dire, à peu près 3 mois. Donc pour me faire un peu mes armes, donc du Tahiti Tetiaroa sur le fameux atoll de Marlon Brando plusieurs fois par jour et évidemment par semaine. Et puis rapidement un autre collègue arrive qui est embauché comme moi pour être copie. Et en fait l'idée donc c'est d'intégrer cet avion à la compagnie dans un laps de temps le plus rapide possible. Et la première action c'est de former 2 copilotes aux procédures Zimex. Pour que, j'imagine pour faire baisser le prix du wet lease. Donc, du coup, on garde un commandant Zimex et les copies, moi et mon collègue, on se retrouve copie sur cet avion immatriculé HB, donc suisse. Zimex, société suisse spécialisée dans l'Afrique. Beaucoup de travail pour l'ONU et le HCR. Donc, voilà, des commandants habitués à des conditions de travail assez extrêmes qui, pareil, se retrouvent en Polynésie, voilà, avec l'ambiance polynésienne. Donc, du coup, on part en QT assez rapidement au mois de juin 2017. On est parti pour à peu près 1 mois et demi de formation. Donc d'abord un SAD chez Zimex, cours au sol, un cours CRM, puis les simus à Toronto chez Flight Safety. À l'époque, qui était le seul simulateur, on va pas dire full flight, mais il était quand même sur V1, mais c'était un demi full flight au monde, qui a été depuis accompagné par le simulateur DHC 400 qui a sorti Viking du côté
Alors c'est sur la côte ouest du Canada, c'est à Calgary. Et voilà, donc on part pour une semaine et quelques au Simu, et ensuite retour à Ampolla-Brava dans le nord de l'Espagne, en Catalogne, pour faire les vols. Donc pour faire les 3 atterrissages, 3 décollages, et donc valider l'accès. Donc on emprunte l'avion de Skydive Dubai, et donc voilà, Ampolla-Brava au lieu du parachutisme dans le nord de l'Espagne. Et ensuite, retour sur Tahiti, et puis feu, c'est parti pour l'exploitation commerciale en tant que copie de l'hôtel The Brando, avec voilà, des passagers au profil assez divers et variés, autant des gens qui ont cassé la tirelire de leur vie pour aller passer un moment incroyable sur une île paradisiaque, et puis des gens du show business, des gens de la politique, enfin voilà, tout un tas de personnes qui vont là-bas, et donc une exploitation assez incroyable. Donc une piste Tetiaroa de 720 mètres, donc relativement courte, pas extrême pour le Twin Otter qui est habitué à pouvoir faire des pistes bien plus courtes. Donc on l'exploite pas en vrai stall, short take-off and landing, on l'exploite on l'exploite en un avion qui est capable de se poser court, mais pas en extrême, comme les pistes que certains de mes commandants ont pu faire en Afrique. Ils peuvent aller jusqu'à 400-500 mètres avec de la boue sur 20 centimètres. Voilà, donc là on a une piste qui était autrefois en soupe de corail, mais qui est aujourd'hui en bitume. Et voilà, donc avec un lagon à peu près à 10 mètres de chaque côté, donc vraiment elle traverse le Motu de part en part. Dire ce qui est, que quel que soit l'axe de piste utilisé, c'est voilà, les passagers en général sont subjugués dès le départ, et en pleurs quand ils repartent de l'île. Je peux comprendre. Donc, non, c'est assez incroyable, et même déjà le départ de Tahiti, même si voilà, Tahiti c'est une île quelque part la plus connue au niveau de son nom, mais la moins connue des touristes, puisque c'est souvent juste un point de passage avant de partir sur Bora Bora, Raiatea, des Tuamotu pour Rangiroa, La Plongée et Fakarava. C'est vrai que souvent les gens connaissent pas bien Tahiti, mais déjà Tahiti c'est juste incroyable, avec cette piste au bord du lagon, tous les matins, la route de contournement qui longe le bord de l'eau avec ses couleurs turquoises. Il y a des fois, on se dit qu'on vit un peu on vit un petit peu dans un rêve. Enfin, c'est des choses qui sont pas réelles. Surtout quand on a connu majoritairement la France ou la Suisse avec son brouillard bien connu de l'hiver, qui peut durer des fois 2 ou 3 semaines. Là, c'est vrai que ça arrive jamais. Donc voilà, me voilà à Tahiti depuis maintenant presque un peu plus d'1 an et demi. Donc à faire du Twin Otter, du GI8, à peu près 4 jours par semaine, avec jusqu'à comme avant-hier 3 rotations, donc 3 allers-retours dans la journée. Donc c'est assez intense. Les vols durent entre 20 et 25 minutes s'ils sont en VFR, jusqu'à 30 minutes si on fait une procédure AirNav ou un ILS si la météo est pas idéale. Donc c'est assez varié, et l'exploitation est intéressante. Je dirais le seul point noir pour un pilote qui évidemment souhaite monter ses heures de vol, on fait pas beaucoup d'heures de vol, c'est des legs relativement courts. Donc sur une journée où on peut arriver jusqu'à 10-11 heures sans problème d'amplitude, on va faire 2h30 de vol. Donc c'est pas énorme. Mais après voilà, de temps en temps, on a heureusement des clients qui nous prennent des vols charter, parce que c'est vrai qu'à Tahiti, les vols Air Tahiti ne repassent tous par Tahiti. Les intarils sont pas évidents. Alors évidemment avec Tetiaroa, qui est un terrain privé, avec une piste courte où même l'ATR n'est pas censé se poser, en tout cas pas les versions actuelles de l'ATR. Et du coup, on a des demandes de vols charter pour faire des Bora Tetiaroa, des Rangiroa Tetiaroa, des Fakarava Tetiaroa. On s'est arrivé à plusieurs reprises, donc ça c'est le côté sympathique où on découvre d'autres îles à cette occasion. Si on s'intéresse plus en détail au Twin Otter, qui est un peu l'objet de cette discussion, avec en plus le contexte tahitien, c'est un avion qui est, je pense, pas particulièrement connu du grand public, parce que, une fois de plus, c'est un avion qu'on croise pas tellement sur des grands aéroports internationaux, et que c'est peut-être pas pété comme tu le décris. Si tu devais décrire le Twin Otter à quelqu'un qui le connaît pas, comment est-ce que tu décrirais cet avion assez particulier tout de même? Alors, première chose que je dis systématiquement, c'est un avion extrêmement attachant. Je pense qu'il a une gueule. Certains avions peuvent avoir, non mais c'est assez étonnant, et c'est un avion qui a une gueule, et c'est vrai qu'on s'y attache. Il a vraiment quelque chose de particulier à lui. Moi, j'étais pas
un féru du Twin Otter avant de le connaître en Polynésie. Je connaissais évidemment le nom, je l'avais vu en photo, je l'aurais reconnu sur un aéroport, mais voilà, j'étais pas du tout un spécialiste. Et c'est vrai qu'en plus, après l'avoir piloté, c'est vraiment un avion où il y a, voilà, un avion comme un pilote, on va dire à l'ancienne, avec maintenant aujourd'hui tous ces systèmes qui nous simplifient le pilotage. C'est vraiment un avion qui se pilote aux fesses. Et en particulier à Tahiti, on est très souvent exposé au vent de travers, et c'est vraiment un avion qui est très très sensible au vent de travers. On a une dérive gigantesque pour justement ses capacités de stall, des ailes très épaisses. Donc c'est un avion qui va avoir des vitesses d'approche. On va pouvoir tomber quand on est léger à 66 nœuds en vitesse d'approche, la VRF au seuil. Et c'est vrai que voilà, c'est un avion qui se pilote vraiment. Et donc voilà, moi je dirais c'est un avion attachant et très technique à la fois, en fonction de ce qu'on lui demande. Après évidemment, se poser sur une piste de 3500 mètres, c'est pas ça, c'est pas une partie de plaisir pour lui, c'est pas ce qui est intéressant avec. Mais voilà, si on l'exploite dans des conditions comme ils le font en Polynésie, pour aller sur les Marquises par exemple, sur les îles de Wapou avec des pistes rampantes, très exposées à des vents de travers, c'est l'avion idéal. C'est l'avion idéal pour l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui on le voit très peu en Europe. On le voit un petit peu pour du parachutisme. Donc je crois qu'il y en a un qui vole aujourd'hui encore en France. Il y en a, voilà, il y en a en Espagne. Et il y a aujourd'hui des compagnies qui se développent. Alors évidemment, il y a Transmaldivian, qui, j'allais dire presque peut-être que on va dire le grand public qui voyage et a la chance de voyager aux Maldives a pu voir, parce que là-bas c'est un parc de, je crois quasiment aujourd'hui 60 Twin Otter qui sont sur flotteurs. Ils sont tous derrière du côté de Malé pour aller desservir tous les hôtels des Maldives. Mais c'est vrai qu'à part quelques zones comme ça, spots dans le monde, et des zones de guerre, malheureusement, où évidemment c'est l'avion hyper adapté pour transporter de la nourriture, des gens blessés, etc. C'est l'avion qu'on va pas trouver en Europe et qui va être à quelques endroits précis du monde, vraiment adapté à des situations où aujourd'hui il a vraiment aucun remplaçant. Aujourd'hui, il y a des compagnies qui se lancent, qui veulent lancer des projets. Il y a une compagnie française d'ailleurs qui avait lancé un projet il y a 2-3 ans qui s'est arrêté malheureusement assez vite après un investissement chinois qui a mal tourné. Mais aujourd'hui, le Twin Otter est un avion qui vraiment est hyper recherché sur le marché et qui est d'ailleurs refait régulièrement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, il y a quelques années, Viking a relancé la production du 400 parce qu'il y a une réelle demande pour ce type d'avion dans certains endroits. Une des particularités du Twin Otter qu'on remarque si on voit des photos du cockpit et de l'intérieur de cet avion, c'est que la manette des gaz se situe au plafond. Donc le Twin Otter, c'est un biturbine. Qu'est-ce que ça fait de piloter un avion avec les manettes de gaz au plafond? Est-ce que finalement ça change rien ou est-ce que ça change un petit peu quelque chose au niveau de la gestuelle? Alors, je vais pas te mentir, comme à tous les pilotes, je me suis posé la question, mais comment je vais faire pour piloter avec un avion de gaz au plafond? C'est assez incroyable. Et ben finalement, comme tout, on s'adapte. L'humain s'adapte à tout, les pilotes s'adaptent à tout, et finalement, ça se fait très très bien et c'est parfaitement adapté. Je me verrais pas piloter aujourd'hui, et pourtant je pilote un avion en même temps qui a des manettes en bas, un petit avion à piston, mais je trouve que voilà, pour le Twin Otter, c'est parfaitement adapté. Voilà, en plus on a un espèce de yaw pour pour ce qui est pour les commandes de vol, qui empêcherait finalement d'avoir des gaz au milieu comme on peut avoir sur un Beech ou sur d'autres appareils. Donc ouais, les manettes de gaz, c'est vraiment la spécificité du Twin Otter. J'avais encore il y a pas si longtemps un ami qui est chez Emirates sur 380 et qui me disait mais comment c'est possible, j'y arriverai jamais, je pourrais jamais faire un avion comme ça. Je dis mais bien sûr que si. Comme tout le monde s'y arriverait très bien, et je dirais naturellement ça soit aux commandes, et c'est parti, hein. Voilà, en plus on a la reverse, donc on doit pouvoir créer faire flipper les deux manettes des gaz pour engager la reverse en arrière. Donc tout ça en plus c'est visible depuis la cabine, ça c'est intéressant. Les passagers en plus c'est questionnement cette question, parce que souvent les passagers nous posent également cette question. Mais c'est quoi cet avion avec c'est vos manettes de gaz qui sont au plafond? Je fais oui, c'est bien ça. Et à côté, comme sur tous les avions, les hélices et les manettes de fuel. Donc non, ça se fait naturellement. Voilà, vraiment naturellement. Donc ça, ce que tu disais, l'absence de porte du cockpit, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, hélas, à notre époque. Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que ça crée des liens avec les passagers? Est-ce que c'est plus sympa ou est-ce que finalement ça change pas grand-chose?
Alors moi, je trouve ça très sympa, pour être honnête. Je suis un fervent demandeur dans les avions d'aller au cockpit. Encore il y a pas longtemps, en rentrant, malheureusement, c'est quasi impossible aujourd'hui, quelle que soit la compagnie, malgré la présentation du badge ou aéroport ou quoi que ce soit, c'est très très difficile d'accéder au cockpit. Et là, je dirais qu'on a vraiment cette relation privilégiée avec nos passagers qui embarquent dans l'avion. Donc en général, on a dans nos SOP, dans nos procédures de fonctionnement, on a le PM, le pilote monitoring qui part à l'avion faire la demande de mise en route. Et pendant ce temps, le pilote en fonction, lui, accompagne les passagers jusqu'à l'avion, les fait embarquer, fait un petit briefing dans la cabine, puisqu'évidemment, on n'a pas d'hôtesse à bord. Surtout pour un vol de 20 minutes, ça serait pas nécessaire, mais voilà. Donc, c'est moi, en tant que PF, qui vais faire le briefing dans la cabine. Donc, déjà, il y a ce premier contact avec eux. Alors, des fois, des gens me disent au revoir quand je leur ferme la porte de l'extérieur. Je fais non, je monte à bord. Et du coup, quand ils me voient arriver par la porte de droite, je dis, ah bon, mais il est là, d'accord, très bien. Et du coup, voilà, les passagers sont souvent viennent nous voir. D'ailleurs, ceux qui sont sur les deux rangs derrière, pas pendant le vol, mais très souvent à l'arrivée, nous posent des questions, justement, que ce soit sur les manettes des gaz, sur l'avion, sur ce qu'ils ont vu en vol. Là, récemment, on vient de terminer la saison des baleines. Voilà, les passagers viennent nous dire, ah, on a vu une baleine à l'arrivée, elle était juste dans la baie à cet endroit-là. Enfin, c'est clair que ça crée réellement un lien avec les passagers, la façon dont il est opéré et le fait qu'il passe ces portes cockpit, qui sont malheureusement en place maintenant depuis quasiment 15 ans, quoi. Maintenant, si on s'intéresse plus aux performances du Twin Otter, donc tu as parlé des pistes courtes ou qui sont son domaine d'excellence, si on peut parler comme ça. Si on parle de pistes bitume standard, quel est un peu le minimum qu'il vous faut pour décoller? Et puis ensuite, en croisière, ça croise à quelle vitesse? Et puis pour se poser, quelles sont un peu vos limites? S'il y a des limites, j'imagine. Tout à fait, il y en a. Alors bah écoute, pour décoller, en général, nous les pistes qu'on utilise, et il y en a pas de plus courte aujourd'hui en Polynésie, c'est vraiment celle de Tetiaroa où on est à 720 mètres. Bon ça c'est vraiment la piste la plus courte qu'on puisse trouver en exploitation commerciale. Donc après, on n'est pas limité par la longueur de piste, d'autant plus que s'il y a du vent de face, on va vraiment en général en 300-350 mètres, on est en l'air, donc c'est vraiment un avion qui décolle très très vite. Donc on décolle en volée 10 degrés sur cet avion. Et par contre, pour l'atterrissage, la limitation sera beaucoup plus importante, en particulier à cause du vent de travers. C'est un avion qui est limité à 20 nœuds, donc comme je te le disais tout à l'heure, on a une dérive qui est assez proéminente et qui crée forcément énormément de perturbations quand on se pose en vent de travers. Alors je dirais dans l'absolu, le vent de travers, c'est pas comme tout, ça s'apprend. Il y a plusieurs techniques pour poser un avion en vent de travers. Le Twin Otter en fait partie. Sauf que ça marche très bien quand on a un vent établi. Et le gros souci qu'on a à Tetiaroa, si tant est qu'on puisse parler de gros soucis, mais voilà, en tout cas, une des problématiques qui se pose chez nous à Tetiaroa, c'est que quand l'hôtel a été construit, puisque auparavant Marlon Brando avait fait un petit lodge très simple, qui était même pas le prix d'un Airbnb aujourd'hui, et il avait une piste en soupe de corail qui était pile orientée dans le sens des alizés d'est, donc au 0,90. Et là, quand ils ont construit l'hôtel, forcément avec une exploitation commerciale, une piste en bitume, ils ont réorienté la piste de 30 degrés vers le nord. Donc on est orienté au 0,60 aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'est plus dans l'axe des vents dominants. On se retrouve avec beaucoup les vents majoritaires qui arrivent du 0,90, entre 0,90 et 110. Et du coup, on se retrouve toujours avec 30-40 degrés de vent de travers. Et surtout, la grosse chose différente à Tetiaroa, c'est que on a des palmiers partout. Et donc, si tu vas voir sur Google Earth ou sur des photos sur Google Images, tu verras que la piste est vraiment au milieu des cocotiers et donc avec les évasements de chaque côté évidemment réglementaires. Mais ce qui fait qu'avec 40 degrés de l'axe et des cocotiers, on se récupère des rotors juste incroyables à l'atterrissage avec carrément des inversions de vent. C'est-à-dire qu'on peut avoir un 30-40 degrés de vent de la droite qui fait qu'à l'atterrissage, on oriente le nez dans le sens opposé. Parce que, en fait, avec les rotors créés, le vent dans les 10 derniers mètres, c'est complètement inversé. Donc ça, c'est la grosse problématique et qui est très difficilement anticipable. On a des biroutes à chaque piste, mais chaque biroute, évidemment, est exposée. Il y en a une qui est exposée vraiment au vent, donc on voit vraiment le vent dominant. Par contre, l'autre seuil, souvent, elle est masquée, donc elle dit à peu près n'importe quoi. Donc c'est vraiment là où la vigilance qu'on a dans notre opération au quotidien, dans ces vents soufflent entre 20 et 30 nœuds d'est, c'est vraiment
anticiper l'atterrissage et la remise de gaz. Et je pense que, je sais pas si tu as fait toi beaucoup de remises de gaz dans ton quotidien, mais moi ici, j'en ai fait énormément. J'en suis à peut-être plus d'une dizaine en 1 an et demi. Et la remise de gaz fait vraiment partie de notre quotidien. On la prépare, on l'applique et on se pose même pas la question. Si ça commence à l'embarquer. Et on est même rentré à Tahiti sans poser avec des passagers qui étaient un petit peu surpris. Mais après avoir vu les conditions de turbulence en finale, nous ont dit non, vous avez très bien fait de rentrer. On va prendre l'hôtel à Tahiti, ça sera très bien, c'est très grave. Ouais, effectivement, une dizaine de remises de gaz, ça fait, en tout cas, oui, c'est sûr. Moi, je pense en avoir fait pas beaucoup, mais peut-être un petit peu plus que la moyenne. Mais j'en ai fait 4 en 2 ans, et puis je pense être plutôt dans la moyenne élevée. Mais on la prépare souvent, mais c'est vrai qu'il y a quand même assez peu dans notre opération qu'on fait des terrains assez plats. Même Genève, c'est pas non plus un terrain très très problématique à ce niveau-là, c'est clair. Et en fait, la problématique qui se rajoute en plus, nous, donc c'est quand ce vent souffle, ça crée un espèce de couloir d'air et entre les palmiers, donc dans l'axe de piste. Et des fois, on est extrêmement turbulé en finale. Les vents s'inversent, comme je te disais, des rotors, et à la proximité immédiate du sol, sur les 2 derniers mètres à peine, on se prend un effet de sol monstrueux et on n'arrive plus à poser. En fait, l'avion vole sur la piste. Et évidemment, on s'est mi-piste, même avant la moitié de piste, au bout des 250-300 premiers mètres de bande, si on n'a pas touché, c'est remise de gaz. Et c'est ce qui arrive. Et c'est souvent la raison de nos remises de gaz, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas encore touché les roues, et plutôt que se jeter sur le twin otter, sur la reverse, et malheureusement prendre le risque de finir dans le lagon, et on prend pas ce genre de risque. On a nos procédures qui nous disent à tel instant c'est remise de gaz, et voilà. Et c'est ce qu'on fait. Donc, tu as un peu parlé de la météo à Tahiti avec ces vents assez particuliers et assez forts. Si on imagine le paysage carte postale de Tahiti, on imagine qu'il fait toujours beau et sévère qu'avoqué, on a l'habitude de dire, donc très beau. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous avez aussi des choses comme des typhons et ce genre de choses qui vous embêtent? Ou est-ce qu'il fait vraiment réellement quasiment tout le temps beau? Alors, je vais déjà dire une chose, je n'ai jamais vu depuis que je suis à Tahiti un cavoc dans les Atis. Jamais. Il n'y a pas eu un seul cavoc. Alors, pour la simple et bonne raison qu'à Tahiti, donc l'aéroport est sur la commune de Faa, et l'île de Tahiti cumule quand même à 2000 mètres, l'Orowena, et du coup, on a toujours des nuages, on a toujours en dessous de la MSA, donc voilà, finalement, on a toujours un petit fiou qui se balade entre 2000 et 2300 pieds. Ça, c'est quasiment du quotidien. Néanmoins, il fait quand même excessivement beau à Tahiti. Les températures fluctuent entre l'hiver austral au plus bas la journée, hein, entre 27 degrés, 26, 27 degrés, et au maximum de la saison donc été dans laquelle on va rentrer ici, au maximum à 31 degrés. En général, ça monte rarement au-dessus. Par contre, avec une humidité beaucoup plus importante dans la période de novembre à mars. En vrai, on va rentrer, là on commence la saison des pluies, mais bon, par exemple, typiquement aujourd'hui, il fait très beau. Il y a des nuages, il y a du cumulus de partout, mais il fait beau. Voilà, il n'a pas plu, il y aura peut-être une averse cet après-midi. Voilà, après une averse, quand il fait 30 degrés, c'est pas comme une averse quand il fait 5 degrés et C'est qu'on clair. se gèle dans le brouillard. Donc voilà, les gens me disent, est-ce qu'il va faire beau? Alors c'est vrai que ça peut arriver. Néanmoins, tu parlais de typhon. Cette année, il prévoit un phénomène El Niño assez important. J'ai vu ça il y a pas quelques jours. Là, il prévoit un 85% d'El Niño avec des risques de cyclone. Moi, ça en 1 an et demi que je suis arrivé, donc j'ai fait qu'une saison des pluies, une fin de, on va dire 2 parce que j'ai fait la fin de la première. Et du coup, j'ai pas vraiment eu de conditions extrêmes depuis que je suis arrivé. Ça peut arriver. C'est vrai que c'est arrivé il y a 4-5 ans. Ils ont eu des cyclones qui sont passés. Bon, ça peut être la partie la plus critique, on va dire, sur l'île. C'est des phénomènes météo qui peuvent arriver. L'année dernière, le pire qu'on ait eu, c'est vrai que c'est pendant 15 jours, il a beaucoup plu. Pas en continu, mais vraiment beaucoup d'averses tous les jours, avec beaucoup d'inondations, en particulier sur l'aéroport de Tahiti, où on avait des parkings qui étaient inondés, parce que forcément, comme partout, ils ont énormément construit, donc des cours d'eau qui descendent de la montagne ont été détournés, et du coup, on avait des parkings qui étaient un peu inondés sur l'aéroport, donc c'était un petit peu les soucis qu'on a eu l'année dernière. Mais après, globalement, la carte postale qu'on voit partout reste valable 90% de l'année sans aucun problème.
Avec une eau, si je puis que je peux rajouter une eau à 28 degrés dans le lac. Pas trop mal. Ça réchauffe un petit peu, vu qu'ici en ce moment il fait 3 degrés on a eu de la neige récemment. Ça nous réchauffe psychologiquement, si on peut dire ça comme ça, de parler de sujets comme ça. Du coup, au niveau aviation, tu disais que vous faisiez beaucoup de VFR. Est-ce que vous avez également la possibilité de faire de l'IFR, ou est-ce que c'est quelque chose qui a peut-être pas nécessairement du sens, parce que si c'est IFR, ça veut dire que c'est très convectif, ou est-ce que c'est pas tout à fait juste? Alors, si on fait de l'IFR, je n'irais pas dire beaucoup. On fait de l'IFR, on est formé évidemment pour en faire. On s'entraîne régulièrement à en faire, en particulier aussi quand il fait beau, pour être prêt à en faire quand il fait mauvais, parce que comme tu le dis à juste titre, quand il commence à faire mauvais ici, ça peut être convectif, ça peut être très méchant au niveau des vents, au niveau des pluies très très intenses. Moi, j'avais jamais vu des gouttes d'eau aussi grosses que à Tahiti, c'est juste incroyable. On a vraiment, même dans le Twin Otter, quand on traverse des bords de zone où ça pleut vraiment très fort, on a de l'eau qui arrive à rentrer par les portes du cockpit, c'est juste incroyable. Non, c'est quand il pleut très fort ici, c'est très très violent. C'est à faire à tout son sens ici, parce on a vraiment des météos qui peuvent être particulièrement méchantes, avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Il faut être prêt à faire un ILS sur un avion qui, justement, encore une fois, selon nos procédures, même s'il est équipé avec une avionique particulièrement moderne, on est tout en EFIS, en Garmin 950. On a un S-Tech 65 qui est peut-être pas le meilleur des pilotes automatiques, mais qui malgré tout fait le travail. Mais cependant, toutes nos approches IFR seront faites en manuel. On va déconnecter le PA à la sortie des volets, parce qu'en fait le pilote automatique n'est pas capable de contrer le couple à cabrer qu'aura l'avion au moment de la sortie des volets. Donc du coup c'est pour ça que c'est extrêmement important de pratiquer régulièrement l'IFR. Donc ici on fait de tout, on fait de la AirNav, on fait de l'ILS, de la Vorzulu. J'irais jusqu'à dire qu'on peut faire de la NDB. Il y en a quelques-unes qui sont sur Moorea et sur les îles Souveraines, dans les Tuamotu. Mais c'est vrai un peu partout, un peu comme partout dans le monde, on commence de plus en plus à passer à de la AirNav. Je crois que c'est l'avenir de l'IFR. Ça simplifie énormément le travail. Et puis je pense en termes d'installation au sol, c'est sans commune mesure avec une NDB où il faut entretenir des antennes, etc. Voilà, on fait vraiment de l'IFR, je dirais pas au quotidien, mais quasi au quotidien. La question que je me pose, et que je pense que d'autres auditeurs se posent après avoir vu donc les vidéos en général, celles qui sont sur YouTube, c'est la compagnie des Maldives avec des Twin Otter sur flotteur. Est-ce que vous aussi, vous volez en short et en tongs? Parce que quand même, ça fait rêver. Alors j'aimerais te dire oui, mais non, on vole en pantalon bleu marine et chemisette. On n'est pas en chemise manche longue, heureusement. Non, on n'est pas du tout en tongs, on est en chaussures bleu marine. Je pense à peu près la même tenue que tu peux avoir chez Superjet. T'as quelque chose près. On n'a pas de veste, évidemment. Ils nous ont pas imposé ça, heureusement. Mais non, c'est vrai que les Maldives sont assez spécifiques là-dessus. Pour être honnête, je me sentirais pas trop de piloter mon avion, en particulier quand je vois le jeu qu'on est obligé d'appliquer au niveau des palonniers avec les pieds, de piloter en tongs. J'ai vu effectivement ça, j'ai vu des vidéos sur France Maldivienne où ils sont pieds nus. Ah non, ouais, c'est vrai que non, ici on est très standard, pantalon, chemisette. Alors en plus on a des clients un peu particuliers, donc c'est vrai que voilà, la politique de la compagnie a été vraiment de rester très dans la lignée de ce qui se fait partout. Maintenant, si on s'intéresse à l'aviation à Tahiti de manière un petit peu plus générale, en se dirigeant vers la conclusion, est-ce qu'il y a beaucoup d'aviation générale comme vous à Tahiti, ou est-ce que vous êtes parmi les seuls? Alors, juste pour spécifier, nous, on fait vraiment de l'aviation commerciale. Donc, on a vraiment un agrément de transporteur public, juste pour la petite précision. Et après, effectivement, à Tahiti, on va avoir les compagnies long courrier. Donc, cette année, c'est une année particulièrement faste avec l'arrivée de French Bee, qui en plus de la Réunion dessert aujourd'hui Papeete. United qui est arrivé il y a à peine 15 jours, un peu plus maintenant, quasiment un mois. Et surtout, donc, qui rejoignait les opérateurs historiques qui étaient Air France et Air Tahiti Nuit. Air Tahiti Nuit qui hier, le 20 novembre, a fêté ses 20 ans de création. Donc, ça a été créé en 98.
donc qui exploitent eux aussi depuis quelques semaines maintenant 787, le premier d'une flotte de 4 qui va remplacer progressivement tous les 340, 300 qu'ils avaient. Et donc ça, c'est vraiment les compagnies Air France qui vient 3 fois par semaine avec le 777, voilà, depuis Paris. Après, on a la compagnie Air Tahiti qui fait tous les vols inter-îles, donc en ATR 42 et ATR 72. Après, on a la compagnie Air Archipel, qui est la compagnie qui elle, fait plutôt spécialisée dans les EVA-SAN sur Beach 200 et qui fait également les connexions sur les marquises avec des pistes dont je parlais tout à l'heure, un peu compliquées, en pente, qui sont assimilées à des pistes de montagne. Aujourd'hui, le Twin Otter est le seul avion qui peut clairement se poser. Je crois qu'aujourd'hui, Air Tahiti envisage l'acquisition de l'ATR 42-600S, qui est entre guillemets la version stall améliorée de l'ATR 42, puisqu'il voudrait justement exploiter ces îles des Marquises en ATR, puisqu'aujourd'hui les Twin Otter qu'ils ont, voilà, commencent à être un petit peu fatigués et en termes de maintenance, c'est particulièrement lourd. Donc voilà. Et puis après, récemment, on parlait tout à l'heure d'hydravion, il y a des compagnies qui se sont montées, dont Tahiti Air Charter, qui exploite un Cessna Caravan aujourd'hui tout neuf sur flotteur depuis Raiatea et qui a ouvert de nombreuses hydrostations un peu partout dans les îles Soudan et les Tuamotu et qui est vraiment en train de monter en puissance avec des projets d'achat je crois jusqu'à 4, si je dis pas de bêtises, 4 Cessna Caravan pour alors faire du vol charter à la demande. Typiquement, ce qu'on peut voir ici, c'est le yacht qui va dans les Tuamotu. Il veut que ses invités qui arrivent depuis Tahiti le rejoignent. Il les récupère en caravane à Tahiti, puis les amène, ils se posent à côté du yacht dans les Tuamotu, ils reviennent. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. La classe quand même. La classe, voilà. Alors après ça, malheureusement, il y avait pas mal de perspectives que ces compagnies ont pu voir venir avec la possibilité d'exploiter à Tahiti et Moorea des hydravions. Néanmoins, les lagons de Tahiti et Moorea sont extrêmement fréquentés. Alors entre les paddles, les VA qui sont la pirogue polynésienne, les kitesurf, les potimarara qui sont les bateaux de pêcheurs, les bateaux classiques. Rajouter là-dessus une hydrostation, ça devenait sur un lagon qui fait par certains endroits moins de 300 mètres de large, ça devenait particulièrement compliqué. Donc c'est vrai que l'hydravion, c'est pour ça se développe aujourd'hui dans les îles Soudan et dans les Tuamotu, mais pas trop à Tahiti. Maintenant, approchons-nous un petit peu plus de la conclusion. Si on regarde dans le futur, toi, quelles sont tes aspirations aéronautiques? Qu'est-ce que tu veux faire par la suite? Alors moi, pour la suite, j'ai passé la quarantaine il y a quelques jours, donc c'est vrai que la question me trotte dans la tête. J'ai repris cette activité de pilote, ça fait un an et demi. J'avoisine bientôt les 800 heures de vol, ce qui en soi n'est pas énorme. Et c'est vrai que la question se pose de rejoindre un cockpit sur un avion de ligne. C'est vrai que l'idée que ce soit en Polynésie sur de l'ATR ou sur un Airbus en Europe, je pense que la question va plus que se poser dans l'année qui arrive, clairement. Le Twin Otter restera toujours un avion près du cœur. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un avion attachant qui sera dur de se séparer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mes commandants qui Zimex, qui sont des passionnés du Twin Otter et qui, à 50 ans passés, n'envisageraient même pas une seconde de faire autre chose. Pour certains même, c'est des pilotes qui ont fait du Global Express, du Gulfstream, et qui ne veulent absolument pas revenir sur réacteur, qui ne s'amusent, qui ne s'éclatent que sur leur Twin Otter. Donc je me dis peut-être si ça se trouve un jour, après avoir fait la ligne, je reviendrai sur Twin Otter, qui sait. Mais en tout cas, oui, l'idée dans les 2-3 prochaines années, c'est, je dirais au plus tard, parce qu'après c'est aussi se fermer des portes. Voilà, comme le monde de l'entreprise, le monde de l'aviation, il est que si on a fait que du biturbine jusqu'à 45 ans, ça sera compliqué de basculer sur du réacteur. Après, tout dépend de la conjoncture. C'est vrai qu'elle est plutôt bonne pour nous en ce moment en tant que pilote. Mais oui, la question commence à me titiller. Évidemment, l'avenir, je l'espère en tout cas plus, soit sur un JAR 25 dans tous les cas, un CS25, et l'ATR serait la suite logique, je dirais. Mais pourquoi pas de l'Airbus ou du Boeing en fonction des sélections à venir réussies possibles. Ainsi se conclut donc cette interview. Fabien, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton parcours et de cette opération tahitienne si particulière qui fait rêver et qui nous réchauffe un peu en plein hiver.
Bah écoute, avec grand plaisir. Merci pour cette interview et puis j'espère vous avoir donné envie, en tout cas vous avoir un peu intéressé avec ce petit partage d'expérience. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Airclips. Elle montre en détail les opérations de la compagnie Transmaldivian sur Twin Otter équipée de flotteurs que nous avons évoqués plusieurs fois lors de notre discussion avec Fabien. On peut y voir les équipages habillés en chemisette et en short, mais surtout chaussés de tongs. Je trouve ça tout de même plutôt la classe, même si les arguments de Fabien contre son mode d'habillement sont plutôt convaincants. On y voit également l'intérieur du cockpit du Twin Otter ainsi que l'opération des manettes de gaz situées au plafond du cockpit. Piloter un hydravion de cette taille-là doit être une expérience vraiment exceptionnelle. Cette vidéo nous permet également d'admirer des paysages maritimes magnifiques, sans doute très similaires à ceux qu'on peut retrouver à Tahiti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne envie de chaleur et de vacances. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien www.parlonsaviation.com/vidéo28 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 28e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Fabien d'avoir accepté de venir partager son parcours et de nous avoir parlé de cet avion très attachant qu'est le Twin Otter. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com/28. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 28e épisode de Parlons Aviation.